Nos premiers ancêtres directs apparaissent il y a près de 3 millions d'années. Au fil du temps, une quinzaine d'espèces d'hominidés voient le jour. Ces primates sont tous bipèdes et dotés d'une capacité de réflexion. Mais ils courent tous à leur perte. Seul l'Homo sapiens survivra à sa plongée dans l'histoire. Il évoluera dans l'ère la plus instable depuis l'extinction des dinosaures. Notre espèce parviendra pourtant à coloniser toute la planète. Je m'appelle Niobe Thompson. Je suis anthropologue. Pour découvrir comment nos ancêtres ont survécu et pourquoi nous sommes les derniers primates bipèdes de l'évolution, je vais vous faire vivre un incroyable voyage dans le temps et aux 4 coins du monde. Voici l'histoire de notre espèce. L'odyssée de l'espèce humaine commence dans la nuit des temps. L'Homo sapiens apparaît il y a 200 000 ans. C'est le premier primate capable de se souvenir de son passé et d'imaginer son avenir. De façonner le monde en fonction de ses besoins et de peupler toute la surface de la Terre. Nous résistons à la chaleur tropicale, comme au froid polaire. Nous avons apprivoisé les déserts et conquis les océans. Notre espèce ne se cantonne pas dans un seul environnement. Elle crée ses propres territoires. Autrement dit, notre espèce a une faculté unique. Elle peut vivre presque partout, quel que soit le climat ou la température. C'est incroyable. Mais ce n'était pas comme ça au début de notre histoire. Loin de là. Au commencement, il y avait l'Afrique, le berceau de l'humanité. On a longtemps imaginé que les premiers hommes étaient arrivés sur une terre d'abondance et pleine de vie. Qu'ils avaient évolué dans un paysage immuable, une immense savane. Un environnement parfois dangereux, mais jamais imprévisible. Un monde plutôt hospitalier. Mais les Homo sapiens ont émergé dans un univers impitoyable qui a failli avoir raison d'eux avant même qu'ils ne deviennent tout à fait humains. Sur cette terre d'Afrique, nos ancêtres étaient engagés dans une lutte sans merci pour leur survie. La plupart des grands animaux qui les entouraient ont disparu. Y compris nos plus proches parents. Les autres espèces de la lignée humaine nous ressemblaient, mais seule la nôtre a survécu. La nature a choisi l'Homo sapiens. Mon périple commence dans le Kalahari. Ce désert africain constitue la région la plus sèche du monde. Dans cet environnement inhospitalier, je pars à la rencontre des San, un peuple de chasseurs-cueilleurs traditionnels. Longtemps appelés Boshiman, ils forment avec les Otanto les peuples Khoisan. Les Khoisan appartiennent à la lignée génétique la plus ancienne que l'on connaisse. Leurs ancêtres se sont séparés des autres humains avant qu'on ne quitte l'Afrique. Et depuis, les San sont toujours chasseurs-cueilleurs. Leur mode de vie dans cet environnement aride nous en apprend beaucoup sur la façon dont nos ancêtres ont survécu au climat changeant des terres africaines. Les Khoisan se sont isolés des autres humains il y a environ 150 000 ans, avant que l'homme moderne ne sorte d'Afrique. Leurs descendants vivent principalement en Namibie et en Afrique du Sud. Ici, l'eau est rare.
9 mois sur 12, il n'y a pas de précipitations et certaines années, il ne pleut pas du tout. La nourriture ne tombe pas du ciel non plus. Cet arbuste appartient au genre Commiphora. Il est vénéneux. Là, on creuse pour trouver des larves de coléoptères qui se nourrissent de ces racines et qui sont donc pleines de toxines. Les chasseurs les déterrent pour extraire ce puissant poison et en enduire la pointe de leurs flèches. Ça fait 4 heures qu'on est au travail. On a creusé là-bas, là-bas et là. Et on n'a toujours pas trouvé les larves qui contiennent le poison. Heureusement, tout n'est pas aussi difficile dans le Kalahari. Un peu plus loin, les chasseurs déterrent un tubercule qui contient de l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Nos reins sont faits pour en éliminer 2 litres par jour. Les San sont passés maîtres dans l'art de trouver de l'eau dans le désert. Les éléphants du Kalahari détectent les sources d'eau souterraines et creusent pour boire. Les San marchent sur leurs traces. Une fois à la source des éléphants, ils aspirent l'eau de la terre à l'aide d'une paille et en remplissent des coquilles d'œufs d'autruche. Un petit puits comme celui-ci peut leur fournir assez d'eau pour toute la saison sèche. Le mode de vie des San est une véritable fenêtre sur le passé. Pour trouver de l'eau, nos ancêtres ont dû faire preuve d'une incroyable ingéniosité. C'est sur ces terres africaines que l'Homo sapiens archaïque a évolué vers l'homme moderne. Son intelligence s'est développée. Elle est caractéristique de notre espèce. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'essor de l'esprit humain? Retour sur nos premières lueurs de perspicacité. Rick Potts dirige un programme de recherche sur les origines de l'homme. Il pense que la vallée du Grand Rift contient des indices qui permettent de percer le mystère de l'évolution de l'intelligence humaine. Au départ, je suis venu ici pour étudier l'habitat qui a permis à nos ancêtres d'évoluer. Et il se trouve que ça a radicalement changé mon point de vue sur l'évolution humaine. Plus nous descendons dans la vallée, plus nous remontons dans le temps. Chaque couche de roche est le vestige d'une phase climatique différente. Le lac qui était ici s'est formé il y a un peu plus d'1 million d'années. Donc avant qu'on devienne des humains. Oui, avant l'apparition de notre espèce. Aujourd'hui, on a un paysage sec et poussiéreux, sans la moindre trace d'eau. Mais vous voyez cette couche brune là en dessous? Oui, juste là. Elle prouve qu'après la disparition du lac, ici, il y avait des prairies qui s'étendaient à perte de vue. Mais après, on a ça. Oui, cette couche grise correspond à une éruption volcanique. Et un peu plus haut, donc un peu plus tard dans le temps, on a une couche blanche. C'est très calcaire. Parce que le lac a réapparu. Mais pas longtemps. Après, il y a eu une sécheresse. Cette strate blanche et dure témoigne d'une sécheresse d'environ 1000 ans. Ce que je vois là, c'est une succession d'environnements qui ont été soit très favorables, soit très hostiles pour nos ancêtres. Ça changeait constamment. On passe d'une période avec un lac à une période à laquelle il était très difficile de survivre. C'est ça. Et c'est ici que m'est venue l'idée que c'est justement cet environnement changeant qui est le moteur de l'évolution humaine. Ici même. Nos ancêtres n'auraient donc pas toujours vécu dans la savane. C'est le mythe de l'Afrique éternelle qui s'effondre. Cette vallée n'est pas le seul témoin de notre passé. L'Université Columbia à New York possède la plus grande collection d'échantillons de sédiments océaniques au monde. Le fond des océans qui bordent l'Afrique porte l'empreinte des différents climats qui ont affecté le continent.
Peter Diminokol sait déchiffrer ces sédiments. Comme vous le voyez, on a beaucoup d'échantillons. Certains ont plus de 100 millions d'années. Ça, c'est l'échantillon V1995. Ça veut dire qu'il a été prélevé lors de la 19e expédition du navire Vema. C'est un sédiment très blanc qu'on ne trouve pas au large des côtes africaines. C'est plus rouge. C'est un sédiment très différent. Cette poussière a été soufflée dans les océans qui bordent l'Afrique. Ça correspond à combien de temps? À environ 5000 ans. En gros, on obtient une accumulation de 10 cm tous les 1000 ans. C'est très lent, 1000 ans pour ça. L'habitat de nos ancêtres africains change constamment d'apparence. Ces métamorphoses sont rapides. On passe de la pluie à la sécheresse en un éclair. Et inversement. La terre fertile qui voit naître un individu est parfois devenue un désert aride à l'heure de sa mort. De telles conditions auraient dû éradiquer notre espèce. Seul l'Homo sapiens arrive à coloniser les lieux les plus inhospitaliers. Il est capable de s'adapter immédiatement. Les humains pouvaient s'éloigner des rivières en utilisant des coquilles d'œufs d'autruche comme gourdes. Ils pouvaient même se créer un chemin jalonné de réserves d'eau. Et comme ça, ils pouvaient voyager très loin. L'une de nos facultés cérébrales les plus impressionnantes, c'est notre facilité à innover pour nous installer dans des environnements aux climats extrêmes. La résistance, l'inventivité. L'évolution de ces qualités est-elle visible dans le registre fossile? Ça a été l'outil de nos ancêtres préhumains pendant quoi? 1 million d'années? Oui, plus d'1 million d'années. Il n'y avait que cet outil. Oui, c'est difficile à concevoir parce qu'aujourd'hui, les téléphones portables et les autres technologies évoluent sans cesse. Mais cet outil a été fabriqué tel quel pendant très longtemps. Et tout à coup, il y a un peu plus de 100 000 ans, il a été remplacé par de petits projectiles et par un éventail d'outils bien plus diversifiés. C'est le début de l'innovation humaine. L'homme commence à réfléchir différemment. Cela modifie-t-il la forme de son cerveau? On voit la différence entre un crâne d'Homo sapiens et celui d'un de ses ancêtres. Le cerveau de l'ancêtre avait la taille d'une orange. Il était plus petit que celui de l'Homo sapiens. Qu'est-ce qu'on peut déduire à propos du fonctionnement cérébral, du fait que cette partie frontale est plus développée? C'est le siège des pensées abstraites. La partie frontale du cerveau permet de former des pensées abstraites et de rester concentré pendant très longtemps. On pense que la réorganisation du cerveau de l'Homo sapiens est à l'origine de sa faculté d'imaginer, qui est unique non seulement dans l'histoire de l'évolution humaine, mais aussi dans l'histoire de toute la vie sur Terre. C'est peut-être la capacité à s'adapter au changement climatique qui a déclenché l'évolution de cet ancêtre vers son descendant. Notre espèce a sûrement survécu grâce au développement de son cerveau. Mais cet organe consomme beaucoup d'énergie. Au repos, notre cerveau a besoin de 20% de notre oxygène et de notre métabolisme, alors qu'il ne fait que 2% de notre poids. C'est pas idéal. Mais la plasticité du cerveau nous permet d'apprendre et d'adapter notre comportement à un monde qui change constamment. C'est ça la pierre angulaire de notre évolution, notre capacité d'adaptation, notre flexibilité. L'esprit de l'Homo sapiens est le fruit de sa capacité d'adaptation à un climat qui ne cesse de changer.
Pourtant, face aux éléments, l'homme est parfois impuissant. Retour il y a 200 000 ans. L'Homo sapiens vient d'apparaître. Et comme tant de fois auparavant, il y a une catastrophe climatique. Ça a donné ça. La Terre connaît une nouvelle période glaciaire. Une super tempête se lève sur toute la planète. Une méga sécheresse s'abat sur l'Afrique. Dans certaines zones, elle va durer 40 000 ans. Pour nos ancêtres, c'est un changement climatique sans précédent. Il décime la population. Notre ADN porte encore la marque de cette tragédie. Réduite à un petit nombre d'individus, notre espèce est passée par un goulet d'étranglement génétique. La notion de goulet d'étranglement génétique est très intéressante. Elle correspond à un effondrement de la population. D'après certaines estimations, il ne restait plus que 600 individus en âge de se reproduire. Quoi qu'il en soit, on était une espèce en voie de disparition. Il s'en faut de peu que la sécheresse ne sonne le glas de l'humanité. Seule une poignée d'individus survivent. Il ne reste qu'un endroit en Afrique propice à la vie, la pointe sud. Sur cette côte, les survivants vont prospérer. D'après des découvertes récentes, l'océan a joué un rôle primordial dans l'histoire des premiers humains. Les fouilles archéologiques menées par Curtis Marian dans les grottes de la côte sud-africaine ont révélé des traces de vie. Les plus anciennes remontent à l'époque où notre espèce a frôlé l'extinction. Avant le goulet d'étranglement, la population était nombreuse. Elle s'est dispersée en plusieurs groupes dans des zones refuges. Un groupe a survécu et les autres ont disparu. L'ampleur du goulet d'étranglement est controversée. Certains pensent qu'il restait quelques centaines d'individus, d'autres quelques milliers. Les 7 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète pourraient tous descendre d'une centaine d'individus? Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, si on compare l'ADN d'une centaine de personnes issues de différents groupes ethno-linguistiques du monde, on se rend compte que la diversité génétique des humains est moins importante que celle des chimpanzés. Il faut bien une explication à ça. Qu'est-ce qui nous est arrivé lors de la sécheresse? Pendant la période glaciaire, le Sahara était 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. Ça faisait beaucoup d'espace perdu. La côte était un bon refuge pour les humains, surtout parce que grâce à l'océan, c'était une zone fertile. On y trouvait des plantes, des animaux et des crustacés. Et ces 3 éléments réunis en faisaient un refuge idéal. Les traces qu'on voit tout en bas ont 90 000 ans? Oui, oui. Tout en bas de ce lieu d'occupation, il y a une dune qui a 90 000 ans. Et tout en haut, le sol a 50 000 ans. Cet endroit était très prisé par les humains. Les sédiments atteignent une hauteur de 14 mètres. Ça témoigne d'une très forte occupation humaine. Le site archéologique de Pinnacle Point en dit long sur l'évolution du comportement humain. Après la mort de presque tous leurs congénères, les Homo sapiens développent un comportement plus élaboré. Ils taillent de nouvelles pointes en chauffant de la silcrète, une roche présente sur le site.
Jane Wilkins est archéologue. Cette Canadienne tente de percer le mystère de la Silkrete. Ça, c'est de la silkrète qui n'a pas été chauffée. On en trouve dans la région. C'est une roche beige et très dure. On ne peut pas la tailler comme ça? Non, ce serait difficile. On a enfoui 4 nodules de silkrète là-dessous pour qu'ils se réchauffent très lentement. Il faut atteindre presque 300 degrés pour obtenir la bonne qualité. On procède par tâtonnement. Notre principale découverte, pour l'instant, c'est que c'était un processus lent. Et si j'en jette un dans le feu? Il explosera. On ne pourra pas le tailler. Non. D'accord. Cette nouvelle technologie est très utile. On peut fixer la pointe sur une lance ou sur une flèche. Oui. Avec ces petits projectiles, on peut viser une proie dangereuse de très loin. Découvrir ça à l'âge de pierre, ça a été comme découvrir la dynamite. C'est une avancée énorme. Oui. Il faut frapper plus fort. D'accord. Jusque-là. Plus fort. Plus fort là-dessus. Je l'effrite. Ça crée des microlithes, non? De minuscules outils. Ouais. Et ils sont tous tranchants. Les humains se mettent à utiliser le feu pour fabriquer des outils et confectionner leurs toutes premières armes. Ce processus d'élaboration est complexe. Les recettes longues et recherchées se transmettent par le langage et l'instruction. Sans ça, et si on n'a pas la capacité de retenir mentalement des informations, on ne peut pas créer de technologies complexes. Si un humain a des armes véritables, il peut dominer la planète. Qui sont ces hommes capables de tailler des pierres chauffées et de transmettre des secrets de fabrication? Ces inventeurs, ces maîtres de la technologie, sont des chasseurs-cueilleurs d'un genre nouveau. Le nord de la Namibie est l'un des derniers bastions de ce mode de vie ancestral. Les San font partie des rares chasseurs-cueilleurs nomades qui restent au monde. En les regardant vivre, on comprend que c'est la coopération qui a sauvé l'Homo sapiens de l'extinction. Elle a ranimé la flamme de l'humanité. Pour faire l'expérience de cette vie en communauté, je retourne chez les San. C'est le début de la saison des pluies. Les San partent loin de leur village pour chasser. Vu du ciel, le Kalahari apparaît dans toute son immensité désertique. Bonjour. 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 On est content d'être ici, même si la météo nous a stressés. Je vais accompagner Jonas et Joseph à la chasse. On en a peut-être jusqu'à demain, et l'équipe de tournage ne peut pas venir avec nous. Alors je vais tout filmer avec cette petite caméra. Je ne parle pas leur langue, et je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais juste les suivre et observer, en espérant que ça se passera bien. Quand on ne connaît pas le Kalahari, impossible de se repérer dans cette immensité plate et uniforme. Mais pour tous les chasseurs, cette étendue n'a plus de secret. C'est une terre pleine de richesses. On marche depuis 1 heure et ils regardent toujours par terre. Ils ne scrutent pas l'horizon pour voir des animaux, mais ils cherchent leurs traces dans le sable. C'est comme s'ils lisaient un livre. Dans cet arbre, les chasseurs ont trouvé du miel. C'est du miel, avec des abeilles.
Puis on déterre une racine. C'est bon. Mais toujours aucune trace de gibier. La saison des pluies a commencé. Ça complique les choses, parce que les animaux ne sont plus regroupés autour des points d'eau. On marche depuis ce matin et on n'a pas vu une seule empreinte fraîche. La nuit va tomber. Au menu ce soir, des noix que Joseph et Jonas ont récupérées tout entières dans des bouses d'éléphant. On va se lever à l'aube. J'espère qu'on trouvera des traces récentes. C'est leur plus grande chance de faire une prise. Jonas a trouvé un lièvre sauteur. Ils l'ont harponné dans son terrier avec le crochet de leur lance, et là, ils creusent pour le ressortir. Ils l'entendent se débattre sous le sable. Deux jours de chasse pour attraper un lièvre. Ce n'est pas franchement un succès. Mais pendant ce temps, les femmes du village ont amassé une autre source de protéines, des noix de mongongo. La chasse seule ne suffit pas à la survie des San. Mais la cueillette non plus. Ici, pour qu'un peuple grandisse, il faut tout un village. Les derniers chasseurs-cueilleurs du monde vivent sur des terres inhospitalières. Chez les San, chaque homme, chaque femme, chaque enfant contribue au bon fonctionnement de la communauté. La coopération de nos ancêtres portait en elle les germes d'un être social. Il y a environ 100 000 ans, une nouvelle ère commence. L'homme moderne est sur le point de naître. Il s'accomplira dans l'art. Ces terres ont accueilli des humains dès leur apparition. Si c'est ici qu'on a commencé à penser comme des hommes modernes, ça explique que ce soit la région la plus riche du monde en art rupestre. L'Afrique australe concentre un quart des sites rupestres du monde. Il y en a 3000 rien que dans ces montagnes. Certains sont juste là. Nos ancêtres nomades chassaient sur des falaises comme celle-ci. Ces pierres sont les gardiennes de leur histoire. D'après ce qu'on sait, c'est en devenant des hommes modernes qu'on est devenus des artistes. L'art est la signature de notre espèce. Mais à quoi sert-il? Est-ce que nos ancêtres dessinaient pour se divertir des activités sérieuses qu'étaient la chasse et la cueillette? Ces peintures sont d'une richesse incroyable. Et elles avaient une fonction précise. Là, on voit clairement un groupe d'hommes à côté de grands animaux. Ce sont des chasseurs.
Mais c'est ce personnage rouge au milieu qui me fascine le plus. On pense que c'est un chaman. Mais pourquoi dessiner un chaman? Les chamans sont censés nous faire entrer dans l'esprit des animaux qui nous entourent. Ça permet de comprendre sa proie et de mieux la chasser. Les chamans jouaient un rôle primordial dans les activités de chasse et de cueillette. Il y a beaucoup de choses sur ces parois qu'on ne comprend pas. Mais le fait que ce soit des symboles est très important. Venez voir ça. Là, il y a un ensemble de lignes. C'est presque une écriture. On ignore leur signification, mais elles avaient un sens pour ceux qui les ont dessinées. Ils avaient trouvé un moyen de conserver les informations et de les transmettre aux générations suivantes. C'est l'essence même du langage. C'est tout l'intérêt des symboles. Cette étape est très importante. Notre espèce commence à communiquer avec un langage symbolique. Quand on entre dans le symbolique, on est capable de faire référence au passé, de penser au présent et d'imaginer l'avenir, ainsi que des comportements susceptibles d'assurer notre survie. Le symbolique nous permet aussi de comprendre qui l'on est et où notre potentiel d'humain peut nous mener. La révolution symbolique marque un tournant dans l'histoire de notre espèce. Et la pensée symbolique est intimement liée au langage. Tout comme l'homme moderne, le langage est né en Afrique. Pour en savoir plus, direction la grotte de Blombos, sur la côte sud-africaine. Les archéologues surnomment ce littoral le berceau de l'esprit humain. Dans la grotte de Blombos, chaque centimètre de sable renferme les vestiges d'innombrables vies humaines. Avant leur découverte, on pensait que les comportements modernes étaient apparus bien plus tard. On a une nouvelle parcelle. C'est un lieu d'occupation. Des Homo sapiens vivaient dans cette grotte. Ils étaient à un tournant de leur histoire, à l'époque où ils sont devenus inventifs. Ils comprenaient les réactions chimiques de base, comme le prouvent les outils qu'on a trouvés ici. On a aussi découvert des blocs d'ocre gravés. Parler d'écriture, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, mais on a des symboles qui avaient une signification. Donc, il s'agit d'une forme ancienne de communication. C'est une grande avancée. Ils ne faisaient pas ça avant. Vous pensez qu'il y a 75 000 ans, les gens se parlaient dans cette grotte? Oui, je pense qu'ils se parlaient régulièrement. Il fallait qu'ils se transmettent leurs connaissances sur l'environnement dans lequel ils vivaient. Quelles plantes on pouvait manger, quels poissons étaient venimeux. Ils planifiaient sûrement leurs actions. Ils ne descendaient pas chasser sur le littoral à l'aveuglette. Ils en parlaient. Si on passe toute la journée à chasser, on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Mais ils avaient aménagé des foyers. Le feu était sûrement allumé 24 heures sur 24, parce qu'ils n'avaient pas besoin de partir trop longtemps pour trouver de la nourriture. En peu de temps, ils en rapportaient assez pour nourrir tout le monde pendant 1 ou 2 jours. Ils ne restaient pas assis autour du feu à regarder l'océan sans rien dire. Ils se parlaient. Le langage permet à l'homme de ressusciter le passé, mais aussi d'imaginer son avenir et sa mort. C'est peut-être pour ça que l'art est né avec le langage. L'ocre est notre première peinture. L'Homo sapiens extrait ce minéral de la roche. De grandes quantités d'ocre ont été réduites en poudre ici. Les hommes utilisaient des outils pour fabriquer une mixture colorée par un pigment. Ils maîtrisaient des réactions chimiques complexes pour des hommes d'il y a 100 000 ans. Et tout ça pourquoi? Ils ne mangeaient pas cette mixture, à ce que je sache. Ils ne s'en servaient pas pour chasser des lions. Ils se peignaient sûrement le corps avec. On trouve des perles sur le littoral.
Il les perçait, se les passait autour du cou et les recouvrait d'ocre pour en changer la couleur. Ces perles et cet ocre occupaient une place importante dans leur vie. C'est la preuve que l'esprit humain n'était pas entièrement dédié à la recherche de nourriture. Il était presque aussi développé qu'aujourd'hui. Il y a 100 000 ans, l'homme était sans doute déjà très avancé. Les lieux comme la grotte de Blombos ont été les témoins de l'émergence de l'esprit moderne. Pour certains archéologues, c'est à l'océan que l'on doit cette révolution de l'intelligence. Il y avait une pression évolutive sur ces communautés d'humains archaïques. Ils devaient devenir plus intelligents. Et pour ça, quel élément leur manquait? Les nutriments essentiels au développement du cerveau sont les acides gras polyinsaturés à longue chaîne. On les trouve dans la chaîne alimentaire marine. Je me suis demandé s'il y avait un lien entre l'augmentation de la consommation de ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne et l'apparition dans le registre archéologique de caractéristiques radicalement nouvelles. Cette coïncidence est très significative. On pourrait penser que quand on est devenu intelligent, on a remarqué qu'il y avait des crustacés autour de nous et qu'on a commencé à les manger. Mais et si c'était dans l'autre sens? C'est peut-être notre consommation régulière de crustacés qui a fourni à notre cerveau les nutriments indispensables au développement de ces connexions. On avait d'une part une terre d'abondance et d'autre part un océan, avec les nutriments nécessaires au développement cérébral. Si les hommes sont allés dans l'eau, c'est qu'ils n'avaient pas peur de l'océan. Au début, ils restaient probablement près du rivage. Mais avec le temps, ils sont allés chercher des espèces plus loin. Les ormeaux, par exemple. Ces mollusques ne sont pas faciles à trouver, à moins que le niveau de l'eau ne soit très bas. Donc, ces hommes rentraient sûrement dans l'eau, ils plongeaient, ils allaient sous l'eau. Ça a joué un rôle essentiel dans le développement du cerveau humain. C'est en partie ce qui nous a permis de devenir des hommes modernes et d'être encore là aujourd'hui. La nourriture des premiers hommes modernes venait-elle vraiment de l'océan? Les eaux côtières d'Afrique du Sud fourmillent de vie. Mais l'océan est traître et froid. Le jeu en valait-il la chandelle? Pour avoir un début de réponse, je vais suivre Craig Foster sous l'eau. Le biologiste plonge dans ces eaux froides et infestées de requins depuis qu'il est petit. Cette luxuriante forêt de varech foisonne de coquillages faciles à ramasser.
Ça, c'est une huître sauvage. Je peux vous le dire. On était dans une forêt de varech. Vous avez vu toute la vie et toute la nourriture qu'on y trouve. À l'époque des premiers hommes, il y en avait 100 fois plus. Imaginez un groupe de 20 personnes qui vivaient dans une grotte, juste là. S'ils descendaient ici tous les jours, ils ont vite épuisé les ressources de cette petite portion de littoral. Mais quelques mètres plus loin, il y avait cet océan qui regorgeait de nourriture. Ils l'ont sûrement remarqué et se sont aventurés de plus en plus loin. Me dites pas qu'au bout de 5000 ans, ils ne savaient pas nager. Les humains de la côte ont devant eux un océan nourricier. Mais profitent-ils réellement de ces richesses? L'homme a évolué sur la terre ferme. Son corps peut-il s'adapter à une vie de plongeur? Pour répondre à cette question, changeons de continent. Nous sommes dans le sud des Philippines. La province de Tawi-Tawi fait partie de la région autonome en Mindanao musulmane. Composée d'une centaine d'îles et d'îlots, la province fait à peine plus de 1000 km². La région a un passé douloureux. Après plus de 40 ans de guerre entre les indépendantistes musulmans et le gouvernement national à Manille, un accord de paix a été signé en mars 2014. Mais il reste fragile et le risque d'attentats et d'enlèvements terroristes est élevé dans l'archipel de Tawi-Tawi. Je suis donc escorté par des Marines philippins. Ils vont détonner dans le paysage. Là où nous allons, il n'y a que des autochtones. L'archipel de Tawi-Tawi compte certains des derniers plongeurs traditionnels du globe. Ce sont les Bajau. Les populations côtières du monde entier ont longtemps plongé pour trouver leur nourriture. Comme ces Bajau du sud des Philippines, ils vivent des richesses que leur offrent les îlots coralliens près desquels ils s'installent. Leur mode de vie révèle que l'homme est capable de s'adapter à un quotidien de plongeur. Chez les Bajau, on immerge les bébés dans l'océan avant leur premier cri. Santarawi a 63 ans. C'est l'un des derniers grands plongeurs Bajau. Quand il était plus jeune, il pouvait pêcher sous l'eau pendant 5 minutes d'affilée. Il transmet son savoir-faire à ses deux fils, Bruce-Lee et Ramli. Santarawi n'a jamais vu d'occidentaux. Je suis venu pour le suivre dans une de ses plongées en apnée. Niobe. N'ayez pas peur. Si vous vous retrouvez en difficulté sous l'eau, je serai là. Je vous aiderai. Bien. J'embarque à bord d'une pirogue avec Santarawi et ses fils. Tous les humains sont capables de plonger en apnée. Les Bajau exploitent cette impressionnante faculté naturelle. Il y a encore des populations qui vivent uniquement de ce qu'elles ramassent et pêchent sous l'eau. Leur but, c'est de passer le plus de temps possible au fond de la mer. Jusqu'à 60% de leur travail quotidien se fait en apnée. Dans les cas extrêmes, ils passent 5 heures par jour sous l'eau. Suivre Santarawi et ses fils sous l'eau demande une grande préparation. Aujourd'hui, ils vont plonger vers un récif corallien situé à 25 mètres de profondeur.
Waalaikumsalam. Aniya makatawa kami libaran kami. Assalamualaikum. Tawagan na. Pour atteindre le récif, il faut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes, mais aussi supporter l'importante augmentation de la pression. À une telle profondeur, le corps ne flotte plus. Santarawi et ses fils marchent au fond de l'eau. J'ai atteint mes limites, mais 2 minutes plus tard, Santarawi n'est toujours pas remonté. Les capacités du vieil homme dans la mer paraissent surhumaines, mais elles sont propres à notre espèce. Certains plongeurs descendent à 100 mètres en apnée et ils arrivent encore à remonter. Il y a vraiment très peu d'animaux terrestres qui sont capables de faire ça. Quand on plonge, le corps garde son oxygène pour le cerveau et le cœur, les organes qui en ont besoin en permanence. On retrouve ce réflexe chez les phoques. Quand j'ai commencé à étudier les peuples de plongeurs indonésiens, je pensais qu'ils s'étaient adaptés à l'apnée. Mais après, j'ai remarqué que les plongeurs suédois développaient les mêmes mécanismes corporels et les mêmes capacités en 1 an. Pourquoi serait-on d'aussi bons plongeurs, si ce n'est parce que l'évolution nous y a poussés? Nos ancêtres étaient des chasseurs terrestres. Mais le mode de vie des Bajau nous apprend qu'ils pouvaient aussi chasser au fond de l'océan. Ils ont développé la capacité de plonger en apnée. Ils se sont nourris des fruits de l'océan, et c'est peut-être à cette manne que nous devons l'ultime évolution de notre intelligence. Nous sommes les enfants d'une planète en constante transformation. L'Afrique est le berceau de notre espèce et elle a bien failli être son tombeau. Seule une poignée de survivants a appris à résister au changement de son climat. Leurs descendants vont franchir la prochaine grande étape de notre histoire. Ils quitteront l'Afrique. Et bien des générations plus tard, ils coloniseront la Terre entière. Nous commençons à peine à mettre au jour les secrets de l'ingéniosité et des capacités de survie de nos ancêtres.